Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Voilà, j'avais de la déterre. J'aimerais vous présenter 10 livres que j'aimerais absolument lire en 2025. C'est des livres qui se retrouvent dans mes piles à lire chaque année, que j'ai envie de lire tout le temps, mais que je prends pas toujours le temps de lire parce que soit c'est des gros machins, soit, je sais pas, j'ai envie de lire un autre truc, donc voilà. En tout cas pour les romans, c'est comme ça, parce que vous verrez que je vais couper la vidéo en deux. J'ai 5 romans et 5 essais pour cette vidéo. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Si vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui vous a plu dedans, etc. On va commencer tout de suite avec les romans, et le premier truc à savoir, c'est que des auteurs et autrices que je connais déjà. Parce que cette année, j'ai envie qu'elle soit chill, j'ai envie qu'elle soit tranquille. Alors oui, j'ai envie de découvrir plein de nouveaux auteurs et de nouvelles autrices, mais j'ai aussi envie de redécouvrir des gens que j'affectionne déjà beaucoup. Le premier livre que j'attrape, c'est Les Fils de la Médina de Naguib Mahfouz. Naguib Mahfouz, j'ai lu La Quête, que vous avez pu voir dans ma dernière vidéo, et Le Cortège des Vivants il y a quelques années. C'est deux livres qui m'ont beaucoup marqué, qui m'ont beaucoup touchée, et je pense que Les Fils de la Médina, c'est un des romans les plus célèbres de Naguib Mahfouz. C'est un gros bébé, ça me fait pas tant peur que ça, parce que je sais que j'aime Naguib Mahfouz, donc qu'il y ait plus de pages, tant mieux. Ce livre, a priori, il est toujours interdit par l'Égypte, du moins ce que m'indique Actes Sud, c'est ça actuellement. Je sais pas si c'est encore le cas vraiment aujourd'hui. Il a été interdit parce que c'est identifié comme une transposition de l'histoire sainte dans la chronique familière des hommes, sachant que les hommes ne sont que ce qu'ils sont, des hommes, et voilà. Ça a l'air trop bien, ça a l'air hyper cool. On m'a dit que c'était un petit peu une reprise aussi du conte des Mille et une nuits. Donc voilà, j'ai vraiment trop envie de découvrir ce roman-là, j'ai trop envie de relire Naguib Mahfouz, et si c'est pas avec celui-là, ce sera avec un autre. Je crois pas en avoir d'autres à lire de lui dans ma pile à lire papier, mais en numérique, c'est sûr et certain. Le second livre que je pioche, c'est Chez les Heureux du Monde de Edith Wharton. Edith Wharton, je sais plus comment s'appellent les recueils de nouvelles que j'ai lus d'elle, et il y a eu aussi Ethan Frome que j'avais absolument adoré. Edith Wharton, c'est une autrice classique, alors de quel siècle, je sais pas, 19e peut-être. Et dans Chez les Heureux du Monde, on va suivre une famille un petit peu bourgeoise, un petit peu à la période des fêtes, etc. Je crois, si mes souvenirs sont bons. Edith Wharton, j'aime beaucoup la manière qu'elle a de construire ses personnages, de construire l'ambiance du récit qu'elle crée. C'est surtout ça qui m'avait marqué chez elle. Les ambiances, voilà, qui sont très comment dire, absorbantes. J'ai pas d'autres termes. Et puis là, je pense à du sopalin du coup, et mes pensées partent. Voilà, vous avez compris un petit peu l'idée. Edith Wharton, très bonne autrice. Il faut que je la redécouvre, absolument. Une autre autrice classique, c'est Charlotte Brontë. Charlotte Brontë, j'ai lu Jane Eyre, et j'avais absolument adoré Jane Eyre. Donc là, j'ai Le Professeur, mais je crois que j'ai aussi Shirley dans ma pile à lire quelque part. Bref, voilà, j'ai envie de relire cette autrice parce que Jane Eyre, ça m'avait profondément marqué. C'était le récit d'une femme extrêmement indépendante, ou en tout cas qui recherche cette indépendance malgré des valeurs qu'elle a qui sont quand même très patriarcales, hein, on va pas se le cacher. J'avais adoré Jane Eyre, j'avais trop aimé la construction des personnages. Je me dis qu'avec Le Professeur, je prends pas trop de risques, en plus il est un petit peu plus court. Dans ce livre, on va suivre un professeur qui va aller donner des cours d'anglais. Je crois que c'est dans un pensionnat. Ouais, c'est ça, dans un pensionnat pour jeunes femmes. Et il va devenir le confident de Madame Reuter, et vice-versa. Qui est cette dame? C'est la dame qui tient le schmilblick. Bref, c'est un roman sur l'éducation, probablement un roman d'amour aussi, et probablement aussi un roman d'émancipation. Donc j'ai un petit peu beaucoup envie de le découvrir, forcément. L'auteur maintenant que vous avez dû voir également passer dans ma dernière vidéo, c'est Jorge Amado. Pareil, j'en ai plusieurs à lire de lui, mais celui qui me tente le plus, c'est Bahia de Tous les Saints. C'est encore une fois un récit sur les luttes au Brésil, avec tous ces ouvriers qui travaillent dans les champs de cacao, les champs de sucre, et qui sont payés une misère, et voilà. C'est encore une fois un récit de lutte sociale. Je pense que là, dans celui-ci, il y aura également des histoires d'amour. En tout cas, c'est ce qui m'est indiqué dans le résumé. Mais voilà, ayant adoré Cacao, je pense que ce livre-là va beaucoup me plaire. Un truc qui me fait dire qu'il va beaucoup me plaire aussi, c'est que le personnage principal, malgré toutes les merdes qui lui arrivent, il va retrouver espoir pendant une nuit de grève des ouvriers, du coup. Et voilà, ça me chauffe de fou
Et en plus, j'aime beaucoup aussi comment Jorge Amado plante ses décors et comment il décrit à la fois les travers de l'être humain, les vices, les méchancetés et tout ce qu'il y a aussi de bon en nous quand autour de nous la misère fait rage et qu'on sait plus trop quoi faire, quoi. Et le dernier roman que je vous présente, c'est L'échelle de Jacob de Gong Jeong. Gong Jeong, c'est une autrice sud-coréenne, j'ai dit nord-coréenne, pas du tout, sud-coréenne, je crois de tête. Donc c'est un roman traduit, j'avais lu d'elle Nos jours heureux qui avait été hyper bouleversant, je vous en avais parlé, il est probablement dans un de mes top 10 d'ailleurs sur la chaîne, si vous cherchez un petit peu vous devriez le retrouver quelque part. Là dans ce livre on est en Corée du Sud et on suit frère Jean qui mène une vie plutôt monastique, qui a décidé de consacrer absolument toute son existence à l'amour de Dieu. Mais cette histoire ça va être aussi l'histoire d'une guerre qui divise un petit peu le pays en deux. Ça se passe dans les années 50, j'avoue que je connais pas trop l'histoire de la Corée et j'ai hâte d'en découvrir un petit peu plus. Et en tout cas, ce que j'ai aimé avec Gong Jeong dans Nos jours heureux, c'est qu'elle a décidé d'utiliser des personnages atypiques pour décrire une réalité qui est malheureuse, encore une fois. Et encore une fois, maintenant, on a un personnage atypique avec ce frère qui va probablement se battre pour la paix, en fait. Donc voilà, c'était tout pour les romans. J'espère que les descriptions ont été assez claires. Des fois, je me trouve un peu floue quand je parle, en ce moment, parce que je suis un peu fatiguée, mais ça devrait être clair. Maintenant, on va passer aux essais. Il y en a plein que j'ai envie de lire, comme les livres d'ailleurs, mais j'en ai choisi que 5. D'ailleurs, ça a été une torture de choisir que 5 livres et 5 essais, pour pas que la vidéo dure 40 000 ans. Mais écoutez, j'ai réussi. J'ai mis 40 minutes à choisir, mais j'ai réussi. Le premier essai que je pioche, ça fait un petit moment qu'il est dans ma pile à lire aussi, je sais pas pourquoi, je l'ai toujours pas ouvert. C'est Beauf et Barbare, le pari du nou de Ouria Boutelja. J'espère que j'écorche pas, c'est publié chez La Fabrique, qui est quand même une maison d'édition que j'affectionne beaucoup. L'autrice, du coup, de cet essai, elle nous propose une émancipation sociale qui se ferait par l'association entre des personnes dites beaufs, donc a priori, moi, ce que j'entends par là, c'est des personnes blanches qui vont plutôt être du parti d'extrême droite et qui vont quand même vivre dans une misère sociale et qui n'ont pas forcément de conscience politique, etc. Les barbares, donc les personnes plutôt issues de l'immigration, qui, elles, subissent au quotidien les préjugés, les stéréotypes, la discrimination raciale, et tutti quanti, une association de ces populations qui permettrait d'apaiser un petit peu les tensions politiques qui règnent sur la France. C'est comme ça que je m'imagine cet essai, ça se trouve, on n'est pas là-dedans du tout, je l'ai acheté parce que je l'ai perçu comme ça, mais je pense que c'est ça. Je crois pas me planter, dites-moi si vous l'avez lu en commentaire, en tout cas ça m'a l'air super intéressant, et voilà. Pour ma part, je considère qu'un essai est un bon essai quand il propose des solutions. Il y a des essais qui sont extrêmement factuels et qui font un peu plus journalisme que vraiment essai, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de parti pris dedans, il n'y a pas de solution proposée, il n'y a pas de créativité finalement. Et là je crois que l'autrice, elle nous a sorti un bon bébé d'idées. Le second essai que je vous présente, c'est Le talent est une fiction de Sama Karaki. Sama Karaki, c'est une autrice que je suis en train de lire en ce moment avec L'empathie politique, que j'ai tout bientôt terminé. J'adore l'empathie politique, c'est génial en tant que psychologue / neuropsychologue. J'adore le fait qu'elle se base sur les sciences sociales, sur les neurosciences aussi, pour décrire ce qui se passe dans le cerveau des gens et dans la société quand on doit faire preuve d'empathie, à quel point l'empathie elle est normée, etc. C'est hyper intéressant. Je vous recommande vivement de le lire et du coup j'ai très envie de lire Le talent est une fiction qui va nous parler de méritocratie et de pourquoi c'est un mythe, le mérite, et de pourquoi en fait y a pas de... On commence pas tous de zéro pour essayer de monter les paliers, quoi. Il y en a qui commencent à -10, il y en a qui commencent à +50. Je pense que ça va parler de tout ça et j'ai trop hâte de le lire. Là, il y a que des essais que j'ai achetés assez récemment, en fait. C'est pour ça que je suis très hypée aussi. Mais par ici, là, sur cette étagère, il y a plein d'essais que je dois lire encore qui me font de l'œil et qui ont déjà un petit paquet d'années dans le nez.
Vous voyez à quel point ça a été difficile d'en choisir 5. C'était très compliqué. Le prochain que je vous présente, c'est Pour une écologie pirate de Fatima Wassak. Je lis très peu de livres sur l'écologie. Malheureusement, c'est un sujet qui m'intéresse pas. Enfin, qui m'intéresse pas. Non, c'est pas vrai de dire ça. Mais je pense que j'ai encore pas mal de lacunes en sciences sociales de manière générale. Et du coup, j'essaye beaucoup de me pencher là-dessus. J'essaye beaucoup de rattraper un petit peu mes lacunes. Et je me focalise moins sur d'autres causes, notamment l'écologie, ce qui est complètement con parce que en fait on peut pas séparer l'écologie du reste, je crois. Et du coup je me dis que commencer avec cet essai-là qui est quand même assez court, ça pourrait être pas mal. En plus Fatima Wassak, alors j'en ai un autre à lire d'elle que j'ai très envie de lire aussi, qui a eu du passage et que j'ai hésité à mettre aussi dans cette vidéo, et finalement j'en parle, donc c'est un peu comme si je le mettais dedans. Dans ce livre, encore une fois, elle va parler du manque des projets écologistes, notamment en France, mais je crois plus globalement en Europe. Elle va parler de ce qu'on peut faire du point de vue individuel et collectif, et je crois également qu'elle propose des solutions. Voilà, c'est ce que j'adore dans les essais, encore une fois, c'est quand il y a des solutions proposées, c'est quand on peut se projeter, c'est quand on peut réfléchir à un avenir qui sera meilleur ensemble. Et du coup voilà, je vais commencer l'écologie avec celui-ci. Souhaitez-moi bonne chance, j'espère que je vais tout comprendre, parce que ça c'est toujours un petit peu le truc, voilà, je me dis toujours, bon, il y a des trous dans le fromage, comment je comble les trous? Mais au pire je ferai mes petites recherches à côté et tout ira bien, ça va me prendre un petit peu de temps. Donc voilà, un cours pour commencer, je me dis que c'est pas trop mal, et si vous avez d'autres recommandations d'essais plutôt... ouais, voilà, sur les projets écolos, bah dites-le moi dans les commentaires. Un livre aussi que j'ai acheté très récemment, enfin de toute façon ils ont tous été achetés très récemment quasiment, c'est Formé à la haine des femmes de Pauline Ferrari, comment les masculinistes infiltrent les réseaux sociaux. Alors ça c'est mon domaine d'intérêt spécifique depuis à peu près des années. Le masculinisme et toutes les dérives du développement personnel sur les réseaux sociaux, ça me passionne, genre vraiment, et je bouffe du développement personnel à pleine gueule, juste pour pouvoir le déconstruire derrière. Alors il y a 2 poids 2 mesures, il y a une partie de moi qui fait ça parce que vraiment c'est un intérêt personnel, et il y a une partie de moi qui fait ça parce que je travaille quand même dans un milieu où bah, j'ai des jeunes gens qui viennent me voir en consultation. Ces jeunes gens, bah, ils regardent du développement personnel, et c'est problématique parfois, et ça les culpabilise énormément, et ça leur fait faire des choix qui parfois sont complètement irrationnels et déconnants par rapport à leur situation de vie. Le développement personnel, c'est très problématique, et quand on est psychologue, je pense qu'on s'en rend bien compte. Je sais pas s'il y a d'autres psychos qui passeront par ici, mais dites-moi ça dans les commentaires. Du coup, le masculinisme, tous les trucs mal alpha et tout, déjà, franchement, allez regarder une vidéo de mal alpha. Si vous tenez plus de 5 minutes, mais bravo, parce que moi, il y a des vidéos, j'ai pas pu tenir 2 minutes dessus, ou alors j'ai dû me forcer à rester, mais après j'avais une colère en moi qui grondait, c'était terrible. Du coup, rien que là, ça m'énerve. Du coup, j'ai très envie de lire Formé à la haine des femmes, qui, je pense, va traiter de l'égalité entre les sexes dans les médias, et notamment dans les communautés mascu, extrême droite, etc. Et il y a eu un très bon documentaire de France TV, du coup, dessus, sur le masculinisme et globalement les dérives du développement personnel. C'était... Ouais, vous pouvez le retrouver en ligne sur YouTube. J'essaye de vous mettre ça dans la barre d'infos si j'y pense, mais sinon vous tapez juste France TV, masculinisme ou dérives du développement personnel et vous trouverez assez facilement. Et du coup, hop, le dernier essai que je vous présente, c'est Vivre pour les caméras de Constance Villanova, ce que la télé-réalité a fait de nous. J'ai beaucoup entendu parler de cet essai-là. Constance Villanova, c'est une autrice, peut-être journaliste, oui, journaliste d'ailleurs, qui a regardé de la télé-réalité et qui va nous expliquer son point de vue à elle sur la télé-réalité, ce qu'elle en a fait de manière plutôt intrinsèque, et elle va s'interroger sur le phénomène de la télé-réalité. À savoir que moi, la télé-réalité, c'est toujours un truc qui m'a complètement échappé à l'époque. Quand mes copines, elles regardaient les trucs genre Secret Story et tout, moi j'étais complètement à côté de la plaque. Je regardais absolument pas ça, il y avait toutes les conneries, genre les reines du shopping et tout. Moi j'étais pas là-dedans, quoi. Je sais pas où j'étais d'ailleurs. Vraiment, je sais pas où j'étais, mais j'étais pas là. Télé-réalité, j'aime pas. Voilà, j'aime pas. Je conçois qu'il y ait des gens qui puissent apprécier, qui prennent ça pour du divertissement pur et dur, mais je pense qu'il y a quand même
des injonctions dans la télé-réalité qui sont hyper problématiques. Et en même temps, bah, chacun fait bien ce qu'il veut, il regarde bien ce qu'il veut, et en même temps, il y a toute la question de la politique des médias, du télévisuel, etc. Du coup, j'espère que ça sera abordé dans cet essai, parce que c'est un petit peu ce que j'attends, de déconstruire à la fois ok, les gens qui ont regardé la télé-réalité quand ils étaient plus jeunes, et même encore aujourd'hui, bah non, c'est pas juste des bolos ou des cassos qui ont rien à foutre de leur journée. C'est des êtres humains comme tout le monde, et je pense que c'est vraiment un truc à déconstruire. J'ai vraiment aucune pensée élitiste là-dessus, même si j'ai jamais aimé ça. Je comprends en fait pourquoi les gens regardent ça, ça met une pause sur le cerveau, mais en même temps j'ai besoin d'un peu plus peut-être d'explications encore. Et j'espère que ça va un petit peu déconstruire tout ce qui se passe aussi dans les médias. Et bref, voilà. Je crois que j'ai tout dit. Là pour tous les romans et essais que je souhaite lire en 2025. J'ai ravie de vous faire cette vidéo en tout cas. Dites-moi les livres peut-être qui vous font envie, que vous avez lus dans ce que je vous ai présenté. Dites-moi ce que vous voulez absolument lire dans les commentaires. Je vais vous laisser ici et puis je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous.